Allô, Académische Kraken, et bienvenue dans cet épisode 26 de la Pause CAF. Alors aujourd'hui, c'était en allemand pour faire honneur à notre amie alsacienne Mélanie, qui nous rejoint pour cet épisode dont elle avait vraiment envie de participer, parce que Mélanie qui a une grande expérience de gestion sous-traitant donneur d'ordre, le thème du jour. Comment ça va tout le monde ? Ça va bien. Ça va. Imhotep. Imhotep. Alors c'est un épisode qui va pas forcément concerner, si ça va quand même concerner un peu tout le monde parce qu'on a tous finalement des clients, que ça soit qu'on soit sous-traitant ou qu'on soit fournisseur hein, finalement. Mais du coup aujourd'hui on va commencer une petite série d'épisodes sur cette fameuse relation donneur d'ordre sous-traitant, relation qui est très bien décrite au chapitre 7 des bonnes pratiques de fabrication. On l'a lu il y a pas très longtemps dans C'est marqué dans les BPF. Si vous connaissez pas C'est marqué dans les BPF, vous pouvez aller découvrir ça. Il y a le lien, je crois, j'ai mis le lien dans les commentaires du podcast. Alors, par quoi on commence? Déjà, peut-être, petit check son, si quelqu'un dans le chat peut nous dire si c'est bon. Si c'est super fort ou pas. Alors, est-ce qu'on commencerait pas par définir cette histoire de donneur d'ordre et sous-traitant ? Alors, qu'est-ce que c'est un donneur d'ordre ? Qu'est-ce que c'est un sous-traitant ? Et que veulent ces personnes ? Un donneur d'ordre, c'est un mec qui a un produit qui veut le fabriquer, mais qui a pas forcément l'outil industriel pour le faire, et du coup, il va chercher un sous-traitant pour fabriquer son médicament. Et le sous-traitant, c'est celui qui va le fabriquer. Après, j'ai simplifié parce que t'as donneur d'ordre aussi, sous-traitant pour tout ce qui est contrôle qualité et tout, hein, mais grosso modo. Vas-y, Mélanie. Il y a une question de technologie et puis j'ai envie de te dire, il y a une question de coût. Parce que moi, ce que on m'a dit quand je suis arrivée dans une CDMO, c'est qu'en fait, là, on rationalise les coûts aussi parce que du fait d'avoir plusieurs clients, ça te fait plusieurs produits. T'augmentes l'augmentation de tes lignes et tu peux aussi rationaliser le coût vis-à-vis des clients. C'est juste, mais après, tu sais, t'as quand même. Donc là, on va focuser cet épisode sur justement les sous-traitants, CDMO qui vont faire des produits. On va pas, quand on va parler sous-traitant, pas comme dans les BPF, on va pas faire de la sous-traitance d'analyse, de la sous-traitance on va exclusivement parler de ça, de gens qui fabriquent des produits. Alors ensuite, Mélanie, tu as raison. Effectivement, il y a un enjeu important de coût dans cette histoire. On va en parler, je pense, un peu plus tard. Donc, il y a un truc important aussi, parce que tu disais, le technologie, mais il y a vraiment des entités comme par exemple Viatris, comme par exemple Biogarant, qui n'ont pas d'outils industriels, mais qui possèdent des AMM. Donc, ils ont rien du tout. Ils ont pas d'usine, hein, donc un truc que j'ai appris il y a pas si longtemps que ça, c'est que Biogarant, je crois, c'était 150 employés, ça rentre pas beaucoup. Pourtant, c'est le plus gros vendeur de génériques Biogarant en France, quoi. Donc c'est eux qui possèdent par contre les AMM, et si jamais il y a un problème, si jamais un problème avec le produit, c'est chez eux qu'il va y avoir la télé et la police, c'est chez Biogarant, c'est pas chez le sous-traitant. C'est vrai. Donc c'est ça qui est aussi intéressant à prendre en compte très vite dans la discussion, c'est que si jamais il y a un problème avec le produit, s'il y a des cas de pharmacovigilance ou s'il y a des contaminations croisées et tout, c'est pas chez le sous-traitant que ça va chauffer rouge, c'est dans les bureaux du possesseur de l'AMM, quoi. Exactement. Comme on l'a lu dans les BPF, c'est le donneur d'ordre qui est responsable de contrôler, de s'assurer que le sous-traitant fabrique correctement ses produits. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter là-dessus ? Non, moi j'ai hâte que tu lances les hostilités sur. Ouais, j'attends la suite. Bon, alors très bien. Maintenant qu'on a posé un peu le sujet, alors qu'est-ce qu'on constate ? Nous on intervient. On intervient que chez pas que chez des sous-traitants, mais quand on intervient chez des sous-traitants. On n'intervient jamais chez des donneurs d'ordre, très rarement. Ouais, je pense. Ou en tout cas, nos missions. Franchement, c'est rare. En tout cas, nous, on intervient jamais côté exploitant. Voilà, on intervient quand il y a de l'outil industriel justement. Donc, ce qui nous fait voir quasiment exclusivement le côté industriel de cette histoire. Et donc, on s'aperçoit
que la relation sous-traitant donneur d'ordre est extrêmement difficile, je trouve, à gérer. Ouais, carrément. Voilà, ça se passe. Enfin, moi je trouve que ça se passe pas super bien dans la plupart des cas. Alors il y a des cas où ça se passe bien. C'est souvent les cas où le donneur d'ordre il fout la paix au sous-traitant. Ouais, je te dirais, je pense on nous parle des cas où ça se passe pas bien. Ouais, de toute façon, c'est les cas où ça se passe pas bien, où de toute façon on en parle. Et voilà. Et c'est là où c'est extrêmement chronophage, et comme vous avez pu le voir sur la petite feuille, enfin la petite feuille, l'image que j'avais fait pour annoncer le live, je trouve que cette relation impacte dramatiquement, là j'ai le point de le dire, la performance du sous-traitant. Alors pourquoi est-ce que ça impacte au détriment du donneur d'ordre, hein, en fait. C'est ça, c'est un boomerang, quoi. Tu lances une attaque et tac, ça te revient dans la tête derrière, forcément, parce que finalement t'impactes le gars qui va fabriquer tes produits. Donc ouais. Alors carrément. qu'est-ce que vous pouvez me dire sur cet impact? Pourquoi vous pensez vous aussi que ça impacte Je pense que déjà on parle l'éloignement de l'AQ par rapport au terrain, et qui peuvent avoir beaucoup d'exigences parce que ils comprennent pas les contraintes. Et en fait, quand t'es sous-traitant donneur d'ordre, le donneur d'ordre, il est dans une usine différente. Enfin, il est dans des bureaux différents. Des fois, il a jamais mis les pieds dans une usine tout court, hein. Et il connaissait pas forcément les contraintes d'un site pharma, et il va avoir des exigences qui sont soit pas applicables, soit que on va même dire on fait pour faire plaisir, mais qui n'ont pas forcément de réelle nécessité ou de réel sens, et que pour moi ça a un effet de je connais pas, j'ai que de la doc, je vois de la doc dans les audits, je fais une petite visite quand je viens de faire les audits, mais tout ce que je vais voir c'est le dossier de l'eau. Quand le donneur d'ordre demande d'avoir accès au dossier de l'eau pour libérer les lots ou à lancement d'un projet, et que ça renforce encore ce côté de j'ai besoin d'avoir les éléments dans le dossier de l'eau pour être sûr que ce soit bien fait, parce qu'il y a une distance, parce qu'on connaît pas les installations, parce qu'on connaît pas les personnes, et que ça passe par là. Voilà. Alors ça, c'est exactement, c'est une très bonne introduction. Donc souvent, en fait, vas-y. J'allais dire souvent le donneur d'ordre, effectivement, il a de vision du processus. En fait, l'AQ du donneur d'ordre n'a de vision du processus que ce qu'il voit dans le dossier de l'eau. Et finalement, c'est comme essayer de voir ce qui se passe dans la cuisine par la fente de la boîte aux lettres, quoi. C'est ça. Mais en fait, pour moi, la position des AQ du donneur d'ordre, qui ont leur réunion toutes les semaines avec le sous-traitant, c'est la quintessence même de la qualité vue uniquement par un angle réglementaire et pas du tout industriel. Et ça, c'est déjà sur les sites, quand t'as des gens en qualité qui sont un peu frileux d'aller sur le terrain, on vit ça un peu. Mais alors quand t'as des mecs qui sont dans des bureaux toute la journée, qui contactent des sous-traitants toute la journée, qui n'ont de connaissances que la réglementation, entre guillemets, ils vont aller poser des exigences aux sous-traitants qui sont des fois intenables, et en fait ils comprennent pas que pour un même produit fait par deux sous-traitants différents, le process opérationnellement sur le terrain, les modes de fonctionnement peuvent être différents, et du coup ils imposent tout et n'importe quoi. Et on va pas jeter la pierre que sur le donneur d'ordre. De l'autre côté, les AQ côté sous-traitant, comme entre guillemets, il y a une certaine crainte du donneur d'ordre, c'est le client, blablabla, et en plus ils ont pas forcément une super bonne connaissance non plus du terrain, vont en gros à chaque petit écart ou point remonté par le donneur d'ordre vont dire amende honorable et accepter tout et n'importe quoi sur des trucs qui des fois peuvent être ultra impactants. Et du coup, toujours du côté sous-traitant, en fait, le sous-traitant, des donneurs d'ordre comme ça, il en a des dizaines. Et donc, si on accepte tout et n'importe quoi de chaque donneur d'ordre, on se retrouve avec un système ultra complexe. Et vas-y pour maintenir justement l'efficacité du coup, comme on disait en entrée de live, quoi. C'est ce que j'allais dire. T'as le côté, on va dire le côté donneur d'ordre. Le donneur d'ordre, il va demander ça à son sous-traitant A, qui va le faire parce que l'organisation permet de le refaire et que c'est dans la continuité de choses qu'ils font déjà. Il dit OK. Et il va arriver vers le sous-traitant numéro 2 qui va demander est-ce que vous pouvez me faire ça? Et en fait, le contexte n'est pas du tout le même. Les équipements sont pas les mêmes. Les produits sont peut-être pas les mêmes. Et en fait, c'est pas forcément applicable.
Et je suis d'accord avec toi, t'as le sous-traitant qui va dire mais c'est mon client, il faut que je lui fasse plaisir. Faut que j'accepte tout et n'importe quoi. N'importe quoi. Ou mince, on lui a envoyé 3 devs majeurs et une réclamation critique qu'on a gérée le mois dernier. On n'est pas en position de force pour challenger ses propositions, donc on va y aller. Et après, ça crée une complexité du système, parce qu'on va dire un opérateur quand il produit sur sa ligne, qui produit pour le donneur d'ordre A, B ou C, lui il fait un produit, il va pas se dire attends ce produit-là il va aux États-Unis donc il faut que je fasse ça, c'est ce client il a demandé ça, le produit B il part pour telle destination, le client il veut ça machin, et donc ça crée de la complexité, ça crée des erreurs derrière. Et derrière, on va aller voir le donneur d'ordre en disant, on s'est trompé là parce que machin, mais le donneur d'ordre, il prend pas en compte que d'une certaine partie, il est responsable de la complexité du système, quoi. Et donc il y a 2 enjeux. Donc le donneur d'ordre, lui, il a le premier enjeu, c'est effectivement il veut des produits conformes parce que du coup, comme on l'a dit, c'est lui qui est responsable, et il les veut pas cher. Qui respecte l'OTIF, pas cher, conforme, et qui soit dans les délais. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que au début, j'avais dit le donneur d'ordre, il veut s'assurer que ses produits soient conformes, livrés à temps, en quantité demandée et pour un bon prix. Mais au final, dans les faits, ce qui se passe, c'est qu'il veut juste que 2 choses, c'est des produits conformes et au bon prix, parce que au bout d'un moment, finalement, tu vois que les produits sont livrés en mauvaise quantité ou de plus en plus en retard, quoi. Cause justement de la pression imposée par la qualité et le prix, quoi. Tu tires tes prix. J'allais dire, le type, ça va être très variable aussi de où tu pars et où tu vas. Je veux dire, c'est sûr que si tu mets 3 mois à livrer tous les produits que le demande et qu'un jour tu livres au bout de 2 mois, ton donneur d'ordre, il va être content parce que t'auras pas pris de retard ou t'auras respecté son délai. Ou alors, après, si t'arrives à avoir quand même un système d'avoir un notif quand même bon, en respect des délais et en quantité, le donneur d'ordre en face, il va commencer à mettre un peu plus d'exigence en disant voilà, vous êtes capable de le faire, donc on va vous mettre ça comme critère de satisfaction sur votre évaluation de performance. En fait, j'ai l'impression qu'on est rentré trop vite dans le sujet et je suis pas très sûr que ça soit ultra clair pour les gens qui nous écoutent de en gros ce qui se passe vraiment. En fait, c'est parce qu'on est vachement polarisé. Ouais, et puis c'est un truc qui nous crispe. Ouais, non, c'est vrai. Donc en fait, au jour le jour, en fait, quand on est une usine, quand on a un sous-traitant, on a un certain nombre de produits qui appartiennent à des dizaines. Il y a un certain nombre de produits qui appartiennent à parfois des dizaines de donneurs d'ordre différents. Donc les gars, ils vont faire des produits aussi bien pour Biogarant, pour Viatris, que pour d'autres trucs, quoi. Enfin voilà, ils font plein de produits différents et en fait tous ces donneurs d'ordre vont s'entretenir régulièrement avec le site qui fabrique leurs produits pour dire alors ça en est où, est-ce que, enfin en gros ils vont balayer un peu tous les sujets régulièrement sur leurs produits. Et donc en fait finalement on se retrouve avec une personne par exemple de la qualité qui va avoir de multiples interlocuteurs qui vont lui demander un peu tous la même chose sur des produits différents de façon un peu différente, quoi, et avec des fréquences pareil ultra différentes. Donc il y a certains clients, notamment par exemple les clients qui vont venir des États-Unis, qui vont demander une quantité astronomique de trucs, ils veulent tout savoir, ils veulent des scans du dossier de l'eau, ils veulent toutes les déviations, ils veulent vraiment beaucoup d'informations. Après il y en a d'autres qui sont un peu moins regardants, qui vont demander pas grand-chose, peut-être les déviations majeures critiques, où ça en est dans les lots, et puis voilà, quoi, terminé. Donc ça va être moins consommateur de temps. Et je te dirais, t'as le client numéro 3 qui va juste demander son certificat de conformité qu'il aura et qui sera content, qui demandera rien de plus. Voilà, après, tu sais, c'est quand même défini dans le, même si c'est défini dans l'agrément qualité, il va peut-être pas demander tout ce à qui il a le droit. Ouais. Et donc c'est là où en fait finalement ce reporting continu et même c'est là où c'est à la limite, est-ce que c'est de l'ingérence, je ne sais pas, mais en fait vu que c'est que de la documentation que le gars il reçoit et en plus c'est que de la documentation finalement non conforme, quoi, tu vois, ouais. En général, tu parles avec ton client, tu te focuses que sur les 10% de lots qui se sont mal passés, sans tenir compte des 90% autres qui se passent bien sans problème, quoi. Donc finalement, avec toute cette histoire de biais cognitifs, tu sais, les biais de confirmation, les biais de négativité, enfin tout ça. Ouais, ça augmente la défiance, quoi, tout ça.
voilà, finalement, la confiance, elle va s'effilocher petit à petit toute seule. Putain, c'est vachement intéressant. Hein. C'est vrai qu'on n'y pense pas forcément que, en fait, tous les échanges sont autour de ce qui va pas, et du coup, forcément que ça polarise carrément la vision du donneur d'ordre sur le sous-traitant, quoi. Tu sais, les mecs, ils se voient 1 heure par semaine pour parler de problèmes. Le gars, il est dans son bureau aux États-Unis. Putain. Et il voit que des problèmes. On lui fait des scans de dossier de l'eau, il voit des données qui manquent. Et il dit, même si c'est un visa d'un truc qui a rien à voir avec la choucroute, quoi. Le gars, il dit, putain, votre dossier de l'eau, il est mal rempli. Alors que, finalement, en vrai, le dossier de l'eau, il est plutôt bien rempli, quoi. Et, du coup, petit à petit, il demande de plus en plus de trucs. Et c'est là où ça va pas, quoi. Et je suis d'accord avec ce que tu disais, qu'en fait, finalement, on dit il va y avoir plusieurs donneurs d'ordre qui va arriver sur une ou plusieurs personnes de la Q, et que la Q, il faut aussi qu'il soit capable de comprendre les demandes, de les analyser, de dire oui, c'est possible ou pas possible. Et là, on en revient aussi à la connaissance terrain de la Q, quoi. Parce que si t'as le donneur d'ordre qui arrive avec des demandes et que la Q en face dit tout oui, parce que t'as la possibilité de dire on fait pas ça, mais si on vous propose ça, est-ce que ça convient, et avoir aussi une discussion. C'est exact. Et ça, c'est le côté pervers justement de la multiplicité de clients et l'ultra spécialisation des personnes. C'est-à-dire que du coup, on fout en face des AQ qui sont spécialistes des clients, qui passent toute leur semaine à faire des calls clients et qui ont plus du tout le temps d'aller sur le terrain. Et finalement, ça se retrouve avec 2 mecs dans des bureaux toute la journée à discuter ensemble de trucs qui vont pas. Putain de merde! Non mais c'est vrai, c'est exactement ça, quoi. Et c'est de la folie furieuse. Et moi, c'est un truc, tu vois, au bout d'un moment, en tant que sous-traitant, et ça, il faut que le donneur d'ordre il l'entende, c'est que en tant que sous-traitant, si le donneur d'ordre il vient chez toi, c'est parce que tu as une usine avec ses modes de fonctionnement, ses standards, et en fait, pour maintenir les standards, tu peux pas accepter de faire du sur-mesure, ou alors tu devrais avoir dans le paysage des sous-traitants qui font du standard et qui ont leur dossier de l'eau selon leur format adapté à leur ligne, etc. Et le donneur d'ordre, il a rien à dire. Et des sous-traitants qui font du sur-mesure, mais dans ce cas-là, tu as juste le coût, et donc tes produits coûtent plus cher. Enfin, tu vois, tu peux pas à la fois demander du pas cher et du sur-mesure. Mais en fait, j'allais te dire, je pense que les CDMO, comme ils ont tellement de demandes de différents clients et tout ça, que eux, ils ont même pas leur structure standard. Ça, c'est un autre problème, ça. Mais on le gardera pour un prochain live, mais il faut se dire ça aussi. C'est que tu te dis que quand le client il vient en disant je voudrais cette spécificité-là, je voudrais rajouter ci, je voudrais rajouter ce contrôle-là, souvent, ça c'est la porte, c'est l'arrivée, là on parlait de la queue, mais ça arrive par le commercial. Et le commercial il va dire oui, c'est possible pour gagner le client. Et que derrière, quand tu vas arriver, tu vas dire mais attends, tu seras même peut-être pas en possibilité de dire ça sort du standard. Parce que le standard, il est même pas clairement défini, vu que tu as tellement de clients qui ont des tellement spécificités différentes que tu sais même plus c'est quoi ton standard. On arrive au deuxième point, parce qu'on a abordé qu'est-ce que voulait le donneur d'ordre, mais qu'est-ce qu'il veut lui, le sous-traitant, en vrai? Le sous-traitant, lui, il veut des contrats pour remplir ses lignes, pour pas foutre tout le monde à la porte, quoi. Et finalement, c'est presque le seul truc qu'il veut. Alors, pour avoir des contrats, il faut... Des contrats rentables. Ouais, des contrats rentables. Non, mais c'est vrai, c'est important. Ouais. Des contrats rentables, mais pour pas foutre et finalement pour avoir des contrats, il faut qu'il arrive à livrer des produits conformes à temps, en bonne quantité et pour un bon prix. Mais c'est là où ça rentre quasiment en conflit, quoi, parce que finalement le donneur d'ordre il va faire je vous ai donné mon contrat, maintenant vous devez moi je trouve que c'est le bon prix le problème. C'est-à-dire que le donneur d'ordre il a dit je vous ai donné je vous fais confiance, vous fabriquez mon produit à ce prix-là, et après petit à petit il va commencer à augmenter insidieusement les exigences sous couvert de oui mais c'est la réglementation, vous comprenez, vous n'avez pas le choix. Alors t'as de la chance quand ils disent c'est la réglementation. Des fois, ils te disent nous, c'est notre règle interne. Hein. Oui. Parce que normalement, si c'est la réglementation, t'es censé déjà l'appliquer. Hein. T'attends pas que le client il te le demande. C'est clair. Donc voilà, il y a le côté aussi de nous, on veut ça et voilà. Mais je pense que dans le côté sous-traitant,
comme tu disais, Arnaud, il y a le côté standard et il y a le côté spécificité que tu demandes en plus. Je pense qu'il y a un moment où on dit, OK, t'as le sous-traitant qui essaye de répondre à la demande du client pour différentes raisons et qui va accepter pas mal de choses. Mais je pense qu'il y a aussi un travail à faire côté sous-traitance de se dire, mais attends, quand il me demande ça va me demander, je sais pas moi, 1 heure de plus sur mon lot ou une demi-heure plus sur mon lot ou on en revient côté documentation. Moi, je l'ai vécu ça. En fait, un client avec qui on travaillait déjà, il est venu en disant on fait plus du médicament pour cette destination-là, on fait du dispositif médical. Et en fait, la documentation à préparer était vachement différente que ce qu'on faisait pour du pharma. Et en fait, ça, on l'a jamais évalué. Que dispositifs médicaux, ça veut dire que ça doit partir à tel endroit, il y a une documentation qui doit être validée. Alors, je connaissais pas la réglementation, je suis incapable de te dire si c'était le client qui voulait qu'on travaille comme ça ou la réglementation DM qui vous dit ça, mais tout ça, c'est des coûts de temps, de méthodologie qui évoluent, qui n'ont jamais été pris en compte dans le projet. Et donc, à un moment, il faut aussi que le donneur d'ordre, il soit capable de se dire, OK, je fais ça parce que derrière, j'ai un client qui a ces besoins-là pour X, Y raison, mais derrière, il faut que je me rende compte du coût que ça va avoir en interne et aussi valoriser les spécificités qu'il me demande par un coût aussi derrière, redemander. Et on revient sur le prix que tu disais, Paul Adrien, quoi. Ah ouais, moi je suis pas d'accord, c'est le donneur d'ordre qui doit faire ça. Le donneur, il s'en fout, lui il dit moi je veux qu'on me fabrique ça. Et puis il le met ça sur le en gros, il va consulter plusieurs personnes et c'est les mecs qui disent nous on peut le faire pourtant. C'est eux eux le problème. Mais souvent aussi, tu sais, quand tu commences à travailler avec quelqu'un, ton produit, tu le changes pas, tu fais pas un mois d'un côté, un mois de l'autre. T'as un engagement quand même qui est sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Et en fait, les demandes, elles viennent aussi au fur et à mesure. T'as le contrat au démarrage où tu vas faire une estimation de coût, et puis après, au fur et à mesure, il va y avoir les exigences qui vont évoluer pour différentes raisons. Soit parce que la réglementation elle change et qu'ils vont avoir une interprétation de la documentation, soit parce qu'ils vont dire ah mais là il y a eu une déviation critique ou une déviation majeure, on voudrait que vous fassiez ça, ou ils ont fait un audit chez un autre client, chez un autre donneur d'ordre, ils ont dit ah ça c'est bien, on va demander à nos autres personnes de le faire aussi. Il y a ça aussi hein. Ah oui, du coup ils augmentent petit à petit leurs exigences en fonction de leurs meilleurs sous-traitants quoi. Voilà. Du coup, il faudrait que ils voient les méthodes, les sites où il y a des méthodes de l'Académie de la qualité efficace. Ah, mais ça c'est bien, il faut le faire ailleurs aussi. Du coup, moi c'est là où je voulais en venir finalement avec cet épisode, mais on va tourner court. Mais c'est comment faire pour avoir une relation de confiance solide. Comment les donneurs d'ordre pourraient faire pour avoir une relation de confiance solide avec leurs sous-traitants. Donc, c'est-à-dire comment faire pour pousser leurs sous-traitants à avoir des produits conformes en quantité, à temps et finalement pour un bon prix, sans faire ce qu'ils font. Donc, c'est-à-dire que dans le cas extrême, moi, dans des cas extrêmes que j'ai vus, c'est à la suite de déviations, le gars, il impose des CAPA aux sous-traitants. Par exemple, vous devez mettre ça dans votre dossier de l'eau, sinon vous arrêtez de produire, sinon vous produisez, sinon on refuse que vous produisiez. Mais ça c'est du vide, il y a même pas un mois là. Mais putain. Et le truc à rajouter dans le dossier de l'eau, alors je vais plus les détails, mais c'était juste lunaire quoi, ça apportait rien du tout, ça apportait aucune assurance que la prod allait se passer mieux. Mais ils avaient pas le droit de produire tant qu'ils avaient pas fait cette modif dans le dossier de l'eau. Et là, ça date d'il y a moins d'un mois. Et c'est là où tu dis non mais du coup les gars ils font très bien. Alors OK, imagine la modification, elle apporte rien, mais en plus du coup ça veut dire qu'il y a un gars qui va devoir bosser sur la modification, il y a des gars qui vont devoir l'approuver, les opérateurs, je sais pas ce qu'ils devaient faire mais les opérateurs, ils vont devoir remplir ça mais pour toujours quoi, c'est-à-dire ils vont devoir mettre un visa une date en plus pour toujours jusqu'à la fin, du coup pendant tout le temps jusqu'à ce qu'il y ait une refonte du dossier de l'eau, qu'on s'aperçoive qu'en fait c'était de la merde et qu'on l'enlève. Puis j'irais même plus loin. Tu vas le mettre dans d'autres clients parce que tu vas plus savoir pourquoi il faut le faire, mais tu vas dire ah tiens dans le dossier pour le produit A ils le font, donc on va le rajouter sur le produit B. Rajouter le produit B. Ah ouais. Et après le client du produit B, il va te dire mais attends la case là elle est pas remplie, ça va pas, donc il va rajouter encore un autre contrôle. Et là moi pour répondre à ce point-là, j'allais dire déjà aller voir sur le terrain, quand il y a un problème, une dev assez majeure ou assez critique, d'essayer de comprendre
qu'est-ce qui s'est passé, et peut-être que des fois ça passe par aller chez votre sous-traitant et essayer de voir et de comprendre comment ça se passe, mais pas en mode audit, inspection, machin. En mode, on est des partenaires, il faut qu'on avance ensemble. De quoi ? C'est des personnes in place. Il y a des sous-traitants qui font ça. Oui. Ouais. J'ai pas mal réfléchi, mais je pense que ça, c'est pareil en termes de temps passé. Laisse tomber quoi. Le gars, il se pointe sur le site, c'est-à-dire qu'il faut un mec qui l'accompagne, qui est avec lui toute la journée, qui discute et tout. Non, mais c'est bon. Enfin, du coup, c'est pareil. En gros, ça parasite tout autant qu'un audit, quoi. Non, du coup, c'est pas non plus la bonne solution. Ben moi, j'avais un client comme ça où on avait vraiment une relation où quand on avait des difficultés ou des problèmes, déjà ils connaissaient à peu près bien nos installations, donc ils avaient conscience de nos contraintes. Et en fait, à chaque fois qu'on avait un gros problème, les solutions, on les trouvait ensemble. Il n'y avait pas, nous, on disait non, on va rien faire ou autre, ou le machin qui dit c'est comme ça, c'est pas autrement. Et on avait vraiment des discussions constructives sur comment faire, comment avancer. Et voilà. Et il y avait le côté compréhension des contraintes un peu des deux côtés. Et ça, je trouvais que c'était vachement plus aussi profitable sur la relation sur le long terme. Parce que quand ils venaient sur site pour soit des revues périodiques parce que c'était quelque chose dans leur mode de fonctionnement, soit parce qu'il y avait un problème, en fait, t'étais pas en mode « Oh non, ils vont encore nous prendre du temps, encore ils vont nous demander des trucs qu'on sera pas capable de faire », et t'avais le côté de « Fais chier, ils vont être là ». Et là, on avait vraiment avec ce client-là une relation constructive, et quand il venait, bah tu savais qu'il allait avoir des échanges, que ça allait être intéressant, et que finalement l'objectif d'avoir un produit bon, conforme, à un coût abordable, ben un peu tout le monde avait le même objectif et c'était beaucoup plus constructif au niveau des discussions. Alors que je t'avoue, il y avait d'autres clients quand ils étaient là, c'était ça va être encore compliqué, on va pas se comprendre, ils vont demander des trucs, ça nous rajoute des trucs, on saura pas comment les faire, enfin voilà. Donc je pense que c'est une ouverture d'esprit à avoir des deux côtés, du côté du client et du côté du donneur d'ordre, quoi. Bah ça c'est parce que ton client c'était un peu un expert quand même. Enfin le gars il savait de quoi il parlait finalement. Parce que... Oui, mais il savait de quoi il parlait parce qu'il était déjà venu plusieurs fois chez nous et qu'il connaissait les installations sur lesquelles on fabriquait son produit, tu vois. Bah je suis un peu d'accord avec ça, mais enfin moi j'ai une vision. Moi j'ai fait. Du coup je me suis fait un peu une vision. Je me suis demandé comment on pourrait faire. Je pense qu'on en parlera dans le prochain épisode. Mais c'est vrai que ça il y a aussi ça qu'il faut se dire, c'est que en plus de tout ce qu'on a dit que le client il faisait, et ben du coup il y a aussi des audits réguliers, c'est-à-dire que en plus de se tenir au courant tous les jours, de se tenir au courant de comment ça se passe, bah voilà, de ce lot-là il en est où, les déviations qu'il y a dessus, etc. C'est qu'en plus une fois tous les X années, ils viennent sur site faire un audit. Et ça, du coup, quand t'as 10 clients, 20 clients, bah du coup, tu divises par le nombre de mois, bah t'en as même par le nombre de semaines, quasiment, t'en as un toutes les 2 semaines qui vient sur le site, en plus des autorités pour faire des inspections. Derrière les inspections, il y a des CAPA, et derrière les CAPA, il y a des actions. Ça multiplié par le nombre de clients. Non mais bah et le sous-traitant va gérer ses audits clients avec tes équipes en place. Qui sont en train de libérer des lots, en train de produire des lots, en train d'investiguer des devs. Donc en fait, ça vient en plus impacter le daily business, quoi, et générer encore plus de backlog, quoi. Voilà, ouais, bah c'est ça. Et tout prend de plus en plus de temps à cause de la surcharge inutile. Franchement, c'est genre moi je trouve c'est vraiment ça, c'est comment on appelle ça, l'apogée de la bureaucratie, quoi. Ouais. Et alors que franchement, les sous-traitants au bout d'un moment, les sites, c'est des mecs qui font des produits pharmaceutiques depuis des années. Ils maîtrisent quand même ils ont des autorisations d'ouverture, ils ont des inspections régulièrement. Enfin, ils font pas non plus n'importe quoi. Et du coup, c'est assez intriguant de voir justement que sur des sites où on est censé faire des produits pharmaceutiques depuis des années, pas faire n'importe quoi, on a des inspections, on les passe, etc. D'avoir en plus cette surcouche aussi importante, quoi. En tout cas, restez avec nous. Continuez à nous suivre dans 2 semaines, parce que la semaine prochaine, je sais pas exactement ce qu'on va faire, ce qu'on sera aux journées de la bioproduction à Tours. Donc il y aura peut-être un live de là-bas. Ça pourrait être peut-être super marrant. Et donc il y aura ça. Et donc dans 2 semaines, on essaiera de vous donner quels indicateurs seraient très intéressants de suivre par le donneur d'ordre, quelles choses regarder
chez les sous-traitants pour pouvoir avoir une espèce de vision suffisamment fine, mais néanmoins facile pour le sous-traitant à donner, pour connaître en fait pour connaître l'état de la qualité et de la supply chez le sous-traitant, sans que ça impacte négativement sa performance, quoi. Trop bien. Voilà, c'est passé vite, hein, on en a parlé qu'une demi-heure, mais par contre c'est une bonne introduction au sujet, je trouve. Carrément. Voilà, bon bah écoutez, merci à tous de nous suivre. On reviendra, on revient bientôt. Ouais, on a dépassé, comme disait Mélanie tout à l'heure, les 100 abonnés sur notre newsletter. Le numéro 5 sort mardi sur le vide de ligne et la culture qualité. Vous avez votre petit kit, etc. N'hésitez pas à nous faire des retours sur si vous les avez utilisés, si vous les avez lus, si vous avez trouvé ça bien, si vous trouvez ça pas terrible. Et s'il y a des sujets que vous attendez qu'on aborde aussi, n'hésitez pas à nous en faire part. Exactement. Et puis écoutez, merci à tous de vos messages, de votre soutien et tout, c'est trop super. Et à bientôt pour un prochain épisode. À bientôt. Ciao les poulpos.